Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la construction avec précision. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter comment calculer la section des armatures dans la poutre. Ça veut dire on va dimensionner cette poutre ici, la poutre la plus chargée. Voilà les amis, on va devoir commencer et je vous prie de vous préparer avant de regarder cette vidéo. Alors, pour être bien préparé, je vous prie de récupérer directement votre cahier et votre stylo pour que nous puissions aller d'une manière lente et précise pour une bonne compréhension. Parce que c'est ça le but de notre chaîne, vous faire connaître quelque chose, vous faire comprendre. Merci beaucoup. Avançons. Vous devez savoir qu'il y a différents cas où vous pouvez dimensionner une poutre. Il y a le premier cas où la poutre est reposée sur plusieurs appuis, ça veut dire plus de deux appuis, c'est ce qu'on appelle la poutre continue. Et il y a aussi la poutre isostatique, donc c'est la poutre qui est reposée sur deux appuis simplement. Cela veut dire quoi? Vous pouvez avoir une poutre comme ça qui est reposée sur deux appuis. Dans ce cas-là, c'est ça la poutre isostatique et c'est la poutre que nous allons dimensionner dans cette vidéo. Et je vous programme, la prochaine vidéo sera dédiée au dimensionnement des poutres qui sont continues, reposées sur plus de trois appuis par méthode forfaitaire, voire même aussi la méthode d'Albert Kako. Voilà, je vous recommande, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Construction avec précision, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le dimensionnement des poutres continues, le dimensionnement des dalles continues, le dimensionnement des fosses septiques, etc. Et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo. Voilà, on va voir les étapes de calcul. Je crois bien sûr que vous avez déjà regardé pas mal de vidéos qui vous ont déjà montré comment dimensionner les poutres, mais cette vidéo vous paraîtra un peu exceptionnelle. Alors, dans différentes vidéos, on vous avait donné directement les moments MI parce que c'est les moments que vous aurez besoin pour trouver les moments ici de déformation. Alors, ces moments ici, on vous a donné c'est QL carré divisé par 8 pour les cas de la poutre isostatique. Mais ici, on va vous montrer comment trouver ces moments d'une manière analytique en faisant l'évaluation des charges qui sont transmises au niveau de notre poutre la plus chargée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement. Commençons. La première étape, il faut calculer la portance de la dalle. Pourquoi calculer la portance de la dalle? On va savoir, par exemple, pour notre plan ici, ces panneaux ici transmettent les charges au niveau des poutres. Et il faut savoir aussi que la poutre à dimensionner, c'est la poutre qui possède une grande travée, une grande portée. Et voilà, ici vous avez 4 mètres de portée, 4 mètres de portée, 3 mètres de portée. Ça veut dire quoi? On va prendre cette poutre ici qui a une plus grande portée que nous allons dimensionner. Ça veut dire quoi? Nous avons notre poutre ici qui est reposée sur deux appuis. Alors la travée est de combien? Et de 4 mètres. On va prendre la cotation entre nous de 4 mètres parce que ici déjà on a fait quoi? On a quand même bafoué, cette largeur de la poutre. Alors la portance de la dalle est calculée par alpha. On le symbolise par alpha et donné par les petits côtés de la dalle sur la grande portée de la dalle. Alors si notre dalle ici, qui a une grande surface, est reposée sur les appuis de 3,5 mètres et 4 mètres de côté. Quoi? Ça veut dire que 4 mètres c'est LY
parce que c'est les grands côtés ou soit la longueur de la dalle. Et ici aussi c'est LX parce que c'est la petite portée, c'est 3,5 mètres. Revenons alors ici, on va prendre alors 3,5 divisé par 4. On va trouver 0,875 notre portance de la dalle. Il y a une règle pour calculer, pour déterminer la portance de la dalle. Si alpha est inférieur ou égal à 0,4, on vous dit que votre dalle porte dans un seul sens. Et si c'est le contraire, ça veut dire quoi? Alpha est supérieur ou égal à supérieur ou égal à 0,4. Alors porter dans un seul sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça notre panneau ou soit notre dalle est comme ça, donc ça va porter dans un seul sens de cette façon. Alors porte dans deux sens, ça veut dire quoi? Notre dalle transmet les charges de cette façon. Ça veut dire quoi? La dalle peut transmettre la charge d'une façon triangulaire et ou soit ça peut transmettre les charges d'une manière trapézoïdale. Regardez, alors ici on a calculé notre portance, c'est 0,875. Ça veut dire que notre dalle ici transmet les charges d'une manière à ce que les charges soient transmises dans deux sens. Ça veut dire quoi? Ça va porter comme ça, de cette façon. Ça transmet les charges trapézoïdalement et ici parce que les deux ici ont les mêmes portées. Ça veut dire quoi? Les mêmes portées, soit les mêmes côtés, ça veut dire quoi? Ça aussi, ça transmet les charges de cette façon, d'une manière triangulaire et d'une manière trapézoïdale. Alors cette poutre ici que nous allons dimensionner reçoit les charges d'une manière trapézoïdale. C'est ça notre poutre que nous allons dimensionner. Alors on a déjà ici la portance de la dalle, c'est 0,875. On va rechercher la deuxième étape, consiste à calculer les moments ultimes. Recherche du moment ultime. Moment ultime est symbolisé par MU. Alors pour rechercher MU qui est donné par NU, ça veut dire la combinaison des charges multipliée par la longueur, les carrés de la longueur. La longueur donc c'est les carrés de la travée ici divisé par 8. Alors quelle est la charge que nous allons utiliser pour trouver notre moment ultime ici? C'est que là, il faut faire l'évaluation des charges. On va faire l'évaluation des charges, on va savoir les charges qui sont appliquées. Alors, revenons ici. Si notre poutre ici reçoit la charge du mur, reçoit la charge qui est transmise au niveau des panneaux ou soit des dalles, en plus de cela, ça va aussi recevoir la charge de revêtement des poutres et la charge permanente elle-même de la poutre. Ça veut dire quoi ici? Charge du mur. Voilà les charges que nous allons trouver ici, que ce soit les charges du mur, que ce soit les charges de la poutre, que ce soit aussi les charges de la dalle. On va les trouver en kilonewton par mètre parce que ce sont les charges qui sont linéaires pour trouver les moments ici. Alors ça veut dire quoi? Ici on ne doit pas multiplier par la longueur ou soit la travée non plus. Par exemple ici on a trouvé les G total. Ça veut dire quoi? La charge totale du mur est égale à 4,6 kN par mètre carré. Cette charge ici G, c'est une charge qui est surfacique. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par l'épaisseur. Le poids volumique est égal à quoi? Au poids sur le volume. Alors, si on multiplie le volume, donc si on fait évacuer la longueur, la travée, on prend seulement la surface ici, on va trouver les poids en kN par mètre carré. C'est ça la charge qui se trouve ici.
Alors, on va multiplier par la hauteur pour trouver la charge en kilonewton par mètre. Parce que les 4,6 points multipliés par la hauteur, on a trouvé une valeur de 12,19 kN par mètre. Pour la charge propre de la poutre ici, donc vous allez prendre la charge est égale au poids volumique multiplié par les volumes. On ne doit pas multiplier par la longueur, je vous dis bien, donc on va multiplier par la surface de cette poutre. Ça veut dire soit la section. On va prendre les 25 poids volumique du béton armé multiplié par 0,2. Parce que, imaginez, regardez ici, nous avons notre poutre de 25 cm x 30 cm. Alors, vous allez prendre ici 0,25. On va multiplier par 0,3 la section de la poutre. Et on a trouvé une valeur de 1,875 kN par mètre, les charges à conserver. Cherchons alors les charges de la dalle. Alors, soit la charge surfacique de la dalle. Cette charge surfacique, 4,92, c'est un exemple. Kilonewton par mètre carré, c'est une charge qui est trouvée en additionnant toutes les charges, soit des revêtements, soit des carrelages, des chapes de mortier. Je crois que vous êtes déjà ingénieur, vous savez quoi ça signifie. G égale à 4,92 kN par mètre carré. Et la charge d'exploitation égale à 1,5 kN par mètre carré. Pour les cas de la charge trapézoïdale, utilisez toujours cette formule. Les G de la dalle, vous avez vu comment est-ce que notre dalle ici transmet les charges d'une manière trapézoïdale ici au niveau de poutre. Ça veut dire on va analyser les charges d'une manière trapézoïdale. Et voici la formule. G égale à 1 moins alpha, la portance de la dalle ici sur D facteur, le tout facteur de la charge G que nous avons trouvé ici 4,92 fois LY, la portée, la grande portée de notre poutre divisé par D. Et pour les charges qui sont d'exploitation, on va prendre 1 moins alpha. Alpha c'est quoi? Alpha c'est la portance toujours de la dalle au carré sur D, le tout facteur de qui? La charge d'exploitation ici pour les bâtiments simples d'habitation, LY sur D, bâtiments simples d'habitation, et c'est le cas de notre chambre. Alors on va directement remplacer chaque terme par sa valeur. On a trouvé G égale à 1 moins 0,875, ici c'est la portance de la dalle comme la formule l'indique, sur D, et G ici on a remplacé 4 tons. On a trouvé 5,535 kN par mètre. S'il vous plaît, il faut que les charges soient toujours en kN par mètre afin qu'on calcule les moments. Alors ici pour les cas qui de la dalle ici, ça veut dire ce sont des charges d'exploitation. Vous remplacez la formule 1 moins alpha au carré dans ce cas-ci. Pour les charges qui sont d'exploitation, la portance de la dalle est élevée au carré. Vous divisez par D, tu par qui la charge d'exploitation de votre dalle qui LY sur D, et vous remplacez. On a trouvé la charge d'exploitation de la dalle est égale à 1,85 kN par mètre, et la charge est transmise trapézoïdalement au niveau de notre poutre. On a déjà évalué toutes les charges qui sont transmises, qui sollicitent notre poutre. On va faire alors la combinaison d'actions pour trouver la somme totale des charges qui s'appliquent à notre poutre. On va calculer à l'LU et à l'LS. Vous savez comment calculer, c'est G justement plus C qui, et vous trouvez la valeur. NU est égal à 1,35 G plus 1,5 qui pour les cas de la combinaison à l'état limite ultime. La charge NU, la charge normale ultime, est égale à 1,35. Les 1,5 ici, c'est la charge que nous avons quand même trouvé, la charge de la poutre ici. 1,87. Bon, on a justement arrondi, on a trouvé 1,9, c'est ça ici. La charge permanente de la poutre, plus 12,9
plus 12.19. La charge du mur. La charge du mur, nous avons trouvé ça ici, c'est 12.19. Et on additionne aussi la charge permanente transmise par la dalle. C'est ça ici que nous avons trouvé. G, on a trouvé 5.375. Si vous additionnez par aussi 1.35, la charge d'exploitation que nous avons vu ici, c'est 1.85, vous allez trouver NU, la charge normale ultime de 29.3 kN par mètre. Alors les moments, je vous ai dit que notre dalle et notre poutre est isostatique. Et les moments ici qui max. Le moment max est donné par qui L carré divisé par 8, et c'est ce qu'on a quand même calculé ici. NU, nous avons déjà trouvé la charge normale, la charge totale qui revient sur notre poutre. Ce sera égal à 58.6 kN/m. Voilà, on a déjà trouvé notre MI, notre moment ultime. Il suffit justement de calculer, ça devient facile de trouver alors la section des aciers. Abonnez-vous les amis pour ne pas rater mes prochaines vidéos et likez la vidéo s'il vous plaît, likez pour me donner du courage d'avancer. Dimensionnement alors proprement dit. Voilà, ici on se donne que nous allons utiliser la résistance à la compression du béton à 28 jours de 25 MPa, ça veut dire FC28. On va utiliser les aciers Fe et 400 mégapascal, et vous savez c'est quoi ça signifie. Et FBU, ça veut dire la contrainte caractéristique du béton à la compression, qui est égale à 14.47 mégapascal. On a utilisé aussi la base, notre base ici de la poutre est de 25 fois 30 cm. Alors, la première étape à procéder, il faut d'abord calculer les moments réduits de votre poutre. Les moments réduits est donné par les moments max ici, que nous avons I, les moments max, multiplié par la base, nous en avons multiplié par D, la hauteur utile, et la FBU, la contrainte du béton. Dans ce cas-là, on va toujours prendre la hauteur utile est égale à 0,9 multiplié par la hauteur totale est égale 0,9 multiplié par 30 est la hauteur de notre poutre, et on a trouvé 25 cm. Alors, les moments réduits est égal moment max. Ici, on a trouvé 58.6. Ça veut dire il faut que les moments max soient en méganewton, la base en mètres, D ici que ça soit en mètres aussi, parce que celui-ci est en méganewton mètre ici, celui-ci, bon, ça veut dire quoi? Le moment max ici est en méganewton, il faut que ça soit en méganewton, et les autres ici en mètres, FBI en méga. Alors ici, on aura, si vous prenez 58.6 kN/m en méganewton, vous allez diviser par 1000 et vous allez trouver 0,0586 méganewton divisé par la base. Notre base est ici, c'est en centimètres, on va les convertir en mètres. On va trouver 0,25 multiplié par les carrés de notre distance ou soit hauteur utile. Donc 0,27 au carré, on va multiplier par la contrainte du béton ici, c'est 14.47 mégapascal, et on va trouver notre moment réduit, et on a trouvé 0.23. Alors ici, la règle des pivots nous dit que si votre moment réduit est inférieur à 0.186, vous êtes dans les pivots A, et là vous n'avez pas vraiment de soucis, vous allez faire de calcul sans problème. Si vous êtes dans les pivots B, ça veut dire que votre moment réduit que vous avez eu est supérieur à 0.186. Vous êtes dans le pivot B et vous devez procéder à deux différents calculs que nous allons vous montrer, et voilà, c'est l'objet de notre vidéo. Abonnez-vous les amis pour nous donner du soutien. Merci beaucoup. Alors on va procéder au calcul de la déformation de la poutre, vu que ça dépasse vraiment les limites du pivot
dans le pivot B qui est un tout petit peu avancé, qui dépasse les 0.186. Si vous allez constater que le béton, lui, travaille dans, on dirait, bonnement, parce que là, lui, a seulement des déformations qui sont modérées de 3 pour 1000. Mais pour l'acier là, ça travaille trop parce que ça dépasse directement. Vous allez constater que les déformations dépassent les déformations normales qui sont de 10 pour 1000. Et voilà, on va rechercher les déformations vu que ça dépasse déjà les déformations de 10 pour 1000. Alors, calcul de la déformation de la poutre, des aciers dans la poutre. Alors, vous allez prendre le FE, cela veut dire la limite d'élasticité, et vous allez diviser par le coefficient de sécurité du béton, c'est 1.15, multiplié par les modules de Young. Et les modules de Young pour les aciers, c'est D 10 puissance 5 mégapascal. Si vous prenez directement 400, vous divisez par 1.15 et vous multipliez par D 10 puissance 5, il faut donc réserver les 1000 là-bas parce que l'acier travaille en 10 pour 1000. Si vous réservez les 10 pour 1000 ici, vous allez trouver une valeur. Vous allez trouver une valeur de 10 pour 1000 ici, mais vous avez déjà réservé cette partie ici. Vous allez rester avec 400 divisé par 1.15 multiplié par D fois 10 exposant 2. Et si vous calculez cette partie ici, vous allez rester par 1.74 votre déformation des aciers. Vous n'êtes plus dans 10 pour 1000, vous êtes déjà dans 1.74 déformation des aciers. Et voilà, il faut calculer alors votre position de l'axe naître. La position de l'axe naître limite dans ce cas-là vis-à-vis de cette déformation, vous aurez 3.5 sur 3.5 déformation de béton bien sûr, plus les 10 pour 1000 fois les 1000 fois déformation limite des aciers que nous avons eu ici 1.74. Et voilà, si vous faites déjà la recherche des moments ultime, moment réduit ultime, vous allez trouver il y a une formule, autre formule pour calculer le moment réduit limite. C'est 0,8 multiplié par alpha limite. Alpha limite, c'est la position de l'axe naître que nous avons ici, c'est 0.66. Si vous multipliez par 1 moins 0,4 fois la position de l'axe naître. Alors, si vous prenez cette valeur, le mu limite ici sera égal, vous remplacez alpha limite, on en a ici c'est 0.66 et vous allez trouver votre moment limite de 0.38. Ce qui est là, il faut alors vérifier. Regardez, nous avons eu notre premier moment limite 0.23 méganewton-mètre. Ici, votre deuxième moment limite que vous avez eu vis-à-vis des déformations alors des aciers, vous avez eu des 0.38. Au fait, ici il y a plusieurs cas. Vous pouvez procéder par la méthode des tableaux, mais ici on a fait la méthode analytique. On vérifie que votre moment limite soit supérieur au moment ultime que vous avez ici, que nous avons le 0.23. Alors vous allez constater que les 0.38 moment limite dépasse et supérieur au votre moment ultime, moment réduit ultime que vous avez eu. Et voilà, si cette condition est vérifiée, ça veut dire c'est ok. Procédons alors avec des calculs. Il faut calculer votre contrainte de calcul des aciers. Vous allez prendre votre FE sur FE. Normalement, si cette valeur n'allait pas directement correspondre, vous devriez chercher cette valeur dans les tableaux de contraintes et de déformations. Vous allez directement correspondre cette valeur des moments limite, moment réduit limite à une autre valeur de votre contrainte de calcul des aciers. Mais vu que notre moment limite est supérieur à notre moment réduit ultime et que nous avons trouvé le 0,23, là nous sommes
bien et la formule, vous pouvez seulement appliquer les 347,82 mégapascales dans le calcul. La deuxième étape de procédure, parce que là on était en train de vérifier les moments réduits ultimes que nous avons eus, et il est alors temps de calculer la position de l'axionètre. La position de l'axionètre, vous savez la formule, c'est 1,25 facteur de 1 moins radical de 1 moins 2 fois multiplié par moment réduit ultime que vous avez eu. Vous avez eu votre moment réduit ultime de 0,23. Ne mettez pas votre moment réduit ultime limite. Alors, la position de l'axionètre, c'est 0,33 que nous avons eu. La troisième étape de procédure, il faut calculer les bras de levier. Les bras de levier, c'est quoi? C'est il faut prendre votre D, la hauteur utile. Donc les aciers, c'est la distance entre l'axe des aciers jusqu'à la fibre supérieure comprimée. Donc si vous remplacez directement votre alpha ici, le VI, les 0,33, vous allez trouver les bras de levier est égal à 0,23. Et c'est les bras de levier qui va nous aider toujours à trouver la section des aciers à utiliser. Alors par les calculs de la détermination des aciers à incorporer dans les bétons de la section 25 x 30 vis-à-vis des moment ultime. Alors il faut calculer la section toujours, il faut prendre les moments ultimes. Les moments ultimes, c'est les moments de calcul que vous avez eu. Les moments ultimes, on a eu des 58,6. Il faut vérifier que votre moment ultime ici soit à méganewton mètre. Votre Z ici, c'est la valeur que vous avez eu, les 0,23. 0,23, c'est pas grave, vous pouvez seulement utiliser, et celui-ci en mégapascal. Si vous multipliez par 10 puissance moins 3, vous allez trouver la valeur en mégapascal, et 0,23 vous remplacez, vous allez trouver la valeur en mètre carré. J'ai trouvé 0,0073 mètres carrés. Alors les 0,0073 mètres, vertissez ça en centimètres carrés, vous allez trouver 7,3 centimètres carrés. La section des aciers, on dirait la section théorique des aciers, parce qu'on va trouver à la longue la section réelle des aciers que vous allez utiliser. On a trouvé 7,3 cm². La cinquième étape consiste à vérifier s'il n'y aura pas vraiment la fragilité dans votre béton. Normalement, il faut alors utiliser ces formules pour vérifier. On vous dit qu'il faut que la section des aciers soit supérieure à 0,23 facteur de FTG. Cela veut dire la résistance caractéristique du béton à la traction en 28 jours. Divisé par FE, la limite élastique, multiplié par B, c'est quoi? B, c'est la base de votre béton, et D, c'est la hauteur utile. FTJ est égal à 0,6. C'est la formule pour calculer la valeur directement de la résistance à la traction de votre béton, qui est égal à 0,6 plus 0,06 fois FC28. Vous allez être égal à FC28, vous en avez sur 25 MPa, 2,1 mégapascal. Si vous remplacez la valeur ici, on a trouvé une valeur qui est en mètre carré, 0,9 10 puissance moins 4 mètres carrés, alors que nous avons trouvé une valeur qui est de 7,3 cm², qui correspond à 7,3 10 puissance moins 4 mètres carrés. Alors la condition de non-fragilité est vérifiée, parce que notre section théorique des armatures est supérieure à la condition demandée. Après ça, on va faire les choix d'armature. Les choix d'armature, c'est facile. Vous allez utiliser les tableaux des sections d'armature et faire les choix. Ici, bon, selon moi, vous allez chercher alors la section d'armature réelle qui correspond à 7,3 10 puissance moins 4 mètres carrés, ou soit 7 points, ou soit 7,3 cm². Et j'ai trouvé 5 pour le premier choix. J'ai fait le choix de 5 phi 14.
qui correspond à une section de 7.6 à 95 cm². Et là, ce sont les armatures qui sont longitudinales mais principales, parce que ce sont les armatures qui vont travailler dans la zone de traction. Alors le deuxième choix, j'ai fait le choix de 4 phi 16. Vous allez vérifier dans les tableaux et vous allez trouver la section de 8.0044 cm². Les aciers de montage. Les aciers de montage, ce sont les aciers ici qui travaillent dans la zone de compression, qui ont pour rôle d'établir la bonne forme de votre ferraillage. Alors il faut prendre 10% des armatures principales. Les armatures ici sont à prendre à 10% des armatures principales. Alors si vous prenez les 7.6 à 95 ici cm², que vous avez la section des armatures principales ici, vous allez multiplier par 0,1 et vous allez trouver 0.76 cm². Et si vous cherchez, vous faites les choix, vous allez trouver 3 phi 8 pour les premiers choix, s'il vous plaît. Alors pour le premier choix, vous pouvez directement faire la disposition. Moi j'ai disposé, j'ai dit que je vais choisir 5 phi 14. C'est ça ici. Donc ici je vais mettre 2 phi et un seul fil là-bas, soit armature, oui. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 phi 14. Et ici, je vais disposer 3 phi 8 de la section 1.509. Et pour les cadres ici, bon, je vais vous faire une vidéo qui va vous illustrer à rapport avec les cadres. Voilà ma disposition que j'ai toujours disposée. Merci beaucoup à vous qui venez de regarder cette vidéo du début à la fin de la construction avec précision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, on vous prie de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et en plus de cela, n'oubliez pas de liker, d'aimer la vidéo s'il vous plaît. Ça nous donne du plaisir de pouvoir continuer. Ne manquez pas nos prochaines vidéos sur le dimensionnement des faux septiques, le dimensionnement de poteaux, le dimensionnement des murs de soutènement, etc. Merci beaucoup à vous.